Mesdames et messieurs, bonsoir. La chasse à l'homme s'est ouverte ce soir à Ebonné. C'est une commune de la région du littoral. Des braqueurs ont dévalisé la mairie la nuit dernière. Le coup de force a duré près de 6 heures, au cours desquelles ils ont pu dévaliser chaque bureau à tour de rôle. Vous entendrez les détails de ce braquage à l'américaine dans le journal de Canal 2 International. Et vous vivrez aussi le calvaire des populations de Kuwait City, elles qui vivent dans la peur tant qu'elles sont harcelées par des braqueurs. Pourquoi ce regain de violence? C'est le fait du jour que nous débriefons ce vendredi 25 octobre sur Canal 2 International avec nos invités déjà en plateau. Et j'accueille Pierre Gaëtan Gankam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes le point focal départemental de la communication du MRC. Merci à vous d'être là. Merci Carole, je suis très heureux d'être convié à ce grand rendez-vous. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous féliciter pour ce nouveau bébé que vous venez de mettre dans l'univers médiatique camerounais. Bonsoir à tous les co-panélistes, un bonsoir particulier à Papa Anani Rabière Bindi. Bonsoir et merci. C'est tout un privilège pour moi de partager ce plateau avec moi. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. Merci d'être là. Et j'accueille aussi John Tama, qui est sociologue, qui va donc décrypter avec nous ces faits de violence en zone urbaine, violence et insécurité en zone urbaine, tant que rurale au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International et surtout merci de nous avoir conviés. Bonsoir aussi à mes compagnonnistes. Anani Rabière Bindi, bonsoir. Bonsoir Carole, merci. Et vous allez faire la connaissance ou refaire la connaissance dans quelques instants de Élie Charles Zanzan qui nous vient de l'OGRDPC de Douala 2e de la communication du RDPC. Mais avant, je vous suggère de recevoir en même temps que moi Robert Toumouelet qui est le chef du quartier Bois des Singes et qui a accepté de venir témoigner de ce que vivent les habitants de ce côté de Dindé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Il se dit que les populations ne ferment pratiquement plus l'œil la nuit dans votre quartier. Merci de m'avoir invité à votre émission. C'est l'occasion ou jamais de parler du quartier Bois de Singe. Exact. Géographiquement parlant, le quartier Bois de Singe, vous êtes au niveau de l'ancien aéroport. Vous allez vers le cimetière. Beaucoup de gens ne connaissent que le cimetière de Bois de Singe. Après le cimetière, il y a la vie. La vie qui s'étend après de 3 km après le cimetière. Il n'y a qu'une seule entrée. Vous n'accédez au Bois de Singe que par le pont qui enjambe l'autoroute. Après l'ancien aéroport. Et après le cimetière, il n'y a plus de goudron. Donc vous avez à peu près 2 ou 3 kilomètres d'une zone vraiment accidentée. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait insécurité dans ce quartier? D'abord, nous avons à notre droite, par rapport à l'entrée venant de l'aéroport, la droite c'est l'aéroport sécurisé. Avec la longue barrière. La longue barrière. Et nous avons une bande séparante qui est de 10 mètres, qui nous sépare de la clôture de sécurité de l'aéroport. À notre droite, vous avez la crique Tokoto. Et au fond, donc au sud, nous avons la rivière qu'on appelle Dindé, qui est devenue aujourd'hui la rivière Noire. Nous sommes à 5 minutes du centre administratif de Bonanjo. Mais le malheur pour nous, c'est que nous sommes dans un quartier cosmopolite. Avant l'arrivée des problèmes entre le nord-ouest et le sud-ouest le reste du Cameroun, il y avait déjà environ 16 000 habitants au Bois de Singe. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre d'habitants qu'il y a parce que l'afflux de nos frères qui se sont ajoutés. Vous avez accueilli des déplacés dans cette zone? Nous avons accueilli des déplacés, voilà. D'accord. Nous avons accueilli des déplacés, ce qui a créé encore un autre problème. Mais je vous dis qu'il y a énormément de population au Bois des Singes et il y a une certaine insalubrité qui amène le désordre. Et dans ce désordre, nous ne savons pas qui est qui fait quoi. Quand vous dites insécurité, c'est quoi exactement? L'insécurité, c'est quoi? Il y a les braquages à l'arme blanche. À l'arme blanche, il y a
des gens qui amènent des voleurs pour essayer de les assassiner au bois de singe. C'est un combat permanent entre les populations et des gens qui arrivent. Par exemple, on a reçu la dernière fois une centaine de motos qui voulaient lyncher un jeune. Le temps qu'on s'en rende compte, il avait déjà brûlé. Ils l'ont brûlé. Le problème de l'insécurité vient aussi du fait que, étant entouré d'eau, pratiquement, la contrebande passe par les criques et entre dans le quartier. Et là, tout récemment, il y a quelqu'un qui a reçu, je crois, 2 balles. Il a une cabine d'Orange Money. Par rapport à cette situation d'Orange Money, c'est partout dans Douala, ce n'est pas seulement au Bois des Singes. Une attaque d'une cabine de transfert d'argent. D'accord. En gros, nous avons ce problème. Et comment vous vous êtes organisé? Est-ce que les forces déjà, est-ce que les forces de l'ordre ou bien les autres forces, est-ce que les administratifs sont au courant de cette situation? Bien vous êtes sûr. le chef de quartier, vous en avez parlé? Les administratifs sont au courant. Nous sommes en train d'organiser des comités de vigilance et il faut les mettre en place. Il y a certains dossiers qui sont déjà au niveau de l'administration qu'il faut matérialiser. Bon. Le second problème, c'est l'obscurité. À partir du moment où il y a l'obscurité dans une zone comme celle-là, on ne peut qu'avoir des bandits. Parce que qui devient bandit? Même le voisin peut devenir le bandit, l'espace de l'agression. Le noir favorise plein de choses. Voilà. Donc c'est ça le véritable problème du bois de singe. D'accord. La proximité avec la crique Tokoto, le Nigeria n'est pas loin. Tout ce qui peut arriver peut passer par ces criques-là. Des camions entiers. Un mot, puisque vous êtes à la télévision, si vous aviez un mot à adresser aux autorités administratives par rapport à cette situation, on verra le sujet dans le journal tout à l'heure, ce serait quoi? SOS. Venez à notre secours. Il y a eu un poste de police qui a été conçu à l'entrée du quartier, mais il n'est pas occupé jusqu'à présent. Mettez en place cette sécurité. Il est vrai que nous avons besoin de beaucoup de forces de défense, de défense, oui, non, pas les forces de défense, les autodéfenses. Chaque maison doit avoir l'autodéfense au quartier Bois des Singes parce que la proximité avec les quartiers environnants ne nous aide pas non plus. D'accord. Merci d'avoir fait le déplacement de Canal International pour partager avec nous, je vais dire, le calvaire ou alors les insomnies des habitants du quartier Bois de Singes. Pierre Gaëtan Gamkan, je commence par vous. C'est une situation que vous étendrez à d'autres villes du Cameroun? Tout à fait. L'insécurité n'est pas que le fort du quartier Bois des Singes. Il vous souvient qu'il y a quelques jours encore, on parlait d'un problème d'insécurité dans un établissement du département du Mongo, c'est encore dans le littoral, pour ne pas le citer, le lycée des Bonnets. Oui. Où les cours n'ont toujours pas repris, selon nos reporters sur place il y a quelques heures seulement. Si vous le dites, je vous fais confiance en tant que reporter, très rompu à la tâche. Donc le proviseur a été pris à partie par une bande de malfrats. C'est donc dire qu'au Cameroun, on est plus en sécurité parce que on a parlé des Bonnets, on vient de parler du quartier Bois des Singes. Je peux également vous parler de Kekem, qui est ma localité d'origine, parce qu'à la mairie de Kekem, on a subi il y a quelques semaines encore un braquage. Des suspects sont en exploitation à l'heure où je vous parle au niveau de Bafang. Donc c'est dire que on ne sait plus trop à quel sens se vouer et on se demande bien où on va. John Tamak, c'est une situation qui est globalisante. Est-ce qu'on peut parler d'un regain de violence au regard de ce qu'on recueille comme témoignage et vécu dans le quotidien des Camerounais? Oui, effectivement, le concept d'insécurité est un phénomène social. Et dans le cadre actuel, ce concept rime beaucoup plus avec violence sociale. Parce que ces problèmes liés à l'insécurité sont davantage basés sur, je vais prendre une définition de l'OMS de la violence pour dire tout acte causé à autrui susceptible de créer un préjudice qui peut être sur 4 ordres. Le préjudice peut être psychologique. Les formes d'insécurité qu'on a évoquées tout à l'heure
crée un traumatisme psychologique auprès de la population. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième, un frein au niveau du développement. Et si on regarde très bien, tel que le témoignage qui nous a été fait tout à l'heure, on voit très bien que ces formes d'insécurité-là agressent la question du développement et il devient difficile de le faire. On a vu, par exemple, à travers ce témoignage, que les services sociaux de base sont à refaire dans une localité comme celle que le chef a évoquée tout à l'heure. Donc, je dirais pour ma première prise de parole que l'insécurité est rattachée directement avec la violence. Et donc, s'il faut trouver les paliers de solution, il faut d'abord encadrer tout ce qui touche à la violence, surtout la violence sociale qui tend aujourd'hui à s'étendre au niveau politique, institutionnel, administratif, etc. D'accord. Anani Rabiou-Bindi, ça se passe donc plus un jour sans que dans les journaux et dans la rue, on ne parle de personnes soit décapitées, les corps retrouvés, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qui peut expliquer cette forme de violence? Vous savez, je suis désolé. Carole, j'ai dit un jour que nous, les Africains, les Camerounais, nous sommes des désordonnés, nous n'acceptons pas la loi. Tout ce que nous acceptons, c'est ce qui va contre la loi. Et en plus, on est des têtus. Je disais à la personne qu'un État africain qui atteint déjà plus de 15 millions d'habitants devient un danger. J'expliquais quand les gens parlaient du Nigeria qui a ceci, de Nigeria, à l'époque nous étions à peu près à 10 millions. Mais aujourd'hui, on en est à 25. Vous voyez qu'on avance vers le Niger. Ce qui se passe, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a les cimetières. Le chef a parlé du cimetière de Bois de Singe. Moi, je parle de chez lui de Bonabéry, où chaque matin, quand vous allez de bonne heure, parce que vous allez mettre les fleurs à une tombe d'un parent, vous allez trouver une quarantaine de personnes qui ont passé la nuit au cimetière en train de fumer du chanvre. Il n'y a pas une semaine, j'ai vu ça. J'ai tremblé. La deuxième chose, c'est les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, dans mon quartier, on a découpé un jeune homme. On est venu l'arrêter à côté de chez moi. Les gens l'ont emmené à un autre quartier. Ils l'ont coupé. Et son frère aîné, qui est aussi bandit que lui, est en ce moment en prison, enchaîné. Mais ça circule dans les réseaux sociaux, un message qu'il a envoyé en disant aux autres, je vous connais, vous tous qui avez tué mon petit frère, mais d'ici où je suis, je vais vous exterminer un à un. La personne est en prison. Elle réussit à faire ça. Si vous n'avez pas peur dans ce moment, cette personne ne sait plus comment faire. La personne est en prison enchaînée. Donc, il y a ce qu'on appelle le développement et tout. Tout s'accompagne. D'accord. Élisant, c'est l'effondrement total, tel que décrit par les uns et les autres. On dirait qu'on vit dans une insécurité totale. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je peux être d'accord avec le fait qu'on vive dans une insécurité totale, mais je voudrais aussi dire que notre propre sécurité commence par nous-mêmes. Moi, j'interroge toujours le rôle de l'éducation dans les masses populaires. Et je me dis, au-delà de l'aspect politique, institutionnel, réglementaire, où est partie l'éducation? Eh bien, je vais rejoindre donc mon père qui dit que c'est ce développement, tous ces azimuts-là, qui fait en sorte qu'on a perdu les repères sacrés de la vie. Vous avez dans un quartier comme Newbel où je suis né, parce que je ne prends jamais, pour moi, l'enfer, ce n'est pas les autres. Je prends l'exemple de mon Newbel où je suis le patron au niveau du LPC des jeunes. Nous avons des parents qui savent que les enfants sont des bandits. Et ce sont ces mêmes parents, quand on arrête les enfants, qui vont au commissariat soudoyer pour qu'on les libère. Les enfants amènent les téléviseurs à la maison, ils ont les iPads, ils ont ce qu'ils ont. Le parent voit. Ils n'ont pas de boulot et les parents savent bien que l'enfant fait ces choses bizarres. Et quand on va arrêter l'enfant, le parent a l'air surpris un matin quand on entend crier au voleur, on amène l'enfant qu'on veut le tuer. Et c'est nous les grands frères qui intervenons que non, on l'amène au commissariat. Et dès qu'on le dépose au commissariat lundi, le lendemain il est dehors parce qu'on a de l'argent là-bas au commissariat. Que les parents remettent l'éducation comme il se doit. Qu'on ait des repères. Qu'on choisisse comme ça, comme exemple dans la vie pour ressembler. Qu'on ne choisisse pas. Vous avez à Nobel des étrangers qui ont acheté tout un quartier, qui sont des dealers, qui vendent le chanvre aux enfants. On les connaît. Vous avez des gens
qui passent leur temps, qui sont des marques, des proxénètes. Ils ont toute une bande de petites filles qui vendent. On les connaît. Donc c'est une histoire où tout le monde va s'asseoir. Ce n'est pas les politiciens, nous on en profite, certains en profitent pour verser de l'eau dans le feu. C'est comme ça partout. Pour que cette affaire finisse, il faut qu'on se rasseye et qu'on remette au centre le premier socle social qu'est la famille. Il faut qu'on rééduque les masses populaires. Pierre Gaëtan Gankam, à qui la faute? Aux parents? Écoutez, c'est plus facile de dire que c'est les parents qui sont responsables, non? Encore que je ne l'ai pas encore dit, je voudrais plutôt dire que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que dans une situation pareille, quand le constat il est dressé, les parents ont une part de responsabilité. Je vais dire quoi? C'est la société de manière globale qu'il va falloir questionner. L'État a une part de responsabilité. Je vais dire, bref, tout le monde. Tout le monde a une part de responsabilité parce qu'il va falloir, comme il a dit, qu'on revoie le tissu social en commençant par le socle qui est la famille. On arrive à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants, quels sont les modèles, je reprends la Charles-Élie Zan, quelles sont les valeurs qu'on essaye de promouvoir au sein de la jeunesse. Parce qu'il faut dire que cette insécurité-là est en quelque sorte promue par la jeunesse. Quoi qu'on dise, je ne jette pas l'opprobre sur les jeunes, mais quand on essaie de regarder, d'être franc, on se rend compte que les jeunes brillent de mille feux en matière d'insécurité et de déviance. Parce qu'on parle d'insécurité, mais on peut en quelque sorte élargir le spectre. Donc je ne pourrais pas pointer un doigt accusateur sur un groupe en laissant un autre. Non, tout le monde a une part de responsabilité. Donc aujourd'hui, il faut que chacun puisse se ressaisir pour qu'on puisse voir dans quelle mesure juguler ce problème. John Tamac, des politiques sur ce plateau, moi je voudrais bien les interpeller pour savoir avec vous quel est le rôle qu'ils peuvent jouer dans la résolution de tout ce qu'on décrit comme fléau aujourd'hui, surtout en termes d'insécurité. Ils ont parlé des jeunes, ils ont parlé des parents, ils ont parlé du système éducatif, mais on sait aussi que c'est les politiques qui conçoivent, qui implémentent les systèmes éducatifs. Quelle est leur responsabilité? Bon, il faut dire que globalement, avec toute la froideur nécessaire, que sur ce pan-là, les politiques ont quelque peu échoué. Parce que les politiques jouent beaucoup plus dans la récupération. Quand il y a des périodes de campagne, ils utilisent ces jeunes-là pour les accompagner dans des pratiques de roubladise, mais ne font pas le travail pédagogique qui est derrière. Et malheureusement, tout à l'heure on évoquait des concepts, mais il faut partir, il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Il y a 3 niveaux de responsabilité. Le premier niveau, s'il faut renverser la pyramide, il est étatique. Vous savez, si vous allez un peu dans des pays qui ont compris le rôle de l'éducation, on a mis l'homme au centre de l'éducation et on a bâti l'homme qui doit gouverner dans une vingtaine, d'une trentaine d'années. Or, aujourd'hui au Cameroun, regardons notre système éducatif. Qu'est-ce qu'il promeut? Point d'interrogation. Regardons les références qu'on nous présente aujourd'hui. Lorsqu'on vous a présenté quelqu'un aujourd'hui qui a réussi, si ce n'est pas un freeman, comme disait mon frère Élise, c'est un trafiquant, c'est quelqu'un qui n'a pas de passif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime à suivre, je disais tout à l'heure à M. Rabi Bindi, j'aime à suivre ces chroniques sur l'histoire. Vous voyez quand même comment les gens ont fait pour arriver à un stade. Mais aujourd'hui, les référentiels tombent de nulle part. Autrefois, notre modèle, c'était notre enseignant, parce qu'il enseignait tout, l'anglais, le français, l'enseignant de l'école primaire. Mais aujourd'hui, le modèle, c'est pas trop ça. Donc, au premier niveau, tant qu'on n'agresse pas le problème, on ne pourra pas trouver des solutions. Au niveau méso, c'est le niveau moyen, c'est les masses médias. Les médias nous véhiculent quoi aujourd'hui? Il faut le dire. Les musiques sont agressives, les programmes sont parfois des programmes dits, entre guillemets, bizarres. Les câbleaux distributeurs qui cautionnent un certain nombre de choses. Vous regardez par exemple les chaînes qu'on nous montre aujourd'hui. Je n'ai rien contre les dames qui vont certainement se fâcher, mais vous n'allez jamais voir à Novelas comment on montre une femme qui fait la cuisine. Jamais. On va toujours vous parler des problématiques liées aux émotions. Les émotions qui ne sont pas tropicalisées malheureusement. Et enfin au niveau micro, interrogeons le rôle de la famille. Aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle en sociologie les foyers à 2 apporteurs. C'est-à-dire, autrefois, l'homme sortait et la femme restait à la maison pour l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, dans la dynamique des foyers à 2 apporteurs, tout le monde sort. Et l'éducation est confiée à qui? Aux nounous, aux voisins, à la télévision, aux réseaux sociaux. Lorsqu'on mélange cette triptyque, ça donne un cocktail Molotov. Et il faut dire que tant que les politiciens ne comprennent pas qu'il faut éduquer les masses, et non pas se servir de ces masses pendant les périodes de campagne. Élisant, vous servez des masses, vous les manipulez et vous vous plaignez du résultat. Le sociologue a justement fait dans ce qui s'est fait. C'est-à-dire, il a renversé. Pourquoi est-ce qu'il a renversé la pyramide? Parce qu'il voulait mettre au début
et au centre de la tribune populaire, l'État. Les masses médias, alors c'est plutôt famille, masses médias, État. Il a plutôt renversé la pyramide. Est-ce que la hiérarchisation est importante? Est-ce que la hiérarchisation c'est à la maison qu'on apprend à l'enfant à dire s'il te plaît, bonjour, qu'on lui apprend les valeurs sacrées de la vie sociale. À l'école, on lui apprend à compter, à lire, à écrire. Et l'État récupère donc celui-là qui fait de lui un modèle dans la société. C'est-à-dire, il y a souvent un aîné qui me disait, il y a une différence entre aller à l'école et aller en classe. Si aujourd'hui, nous voulons aller en classe, on a donc ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faut donc qu'on comprenne qu'il faut aller à l'école. Et quand vous regardez le programme pour le libéralisme communautaire, c'est l'homme qui est au centre. Mais sauf que, là je le rejoins, la nouvelle problématique actuelle, c'est qu'il faut survivre au quotidien. Il faut que papa sorte, qu'il aille chercher l'argent. Il faut que maman sorte, qu'elle aille chercher l'argent. Et on confie l'éducation de l'enfant à l'enseignant, qui lui a ses problèmes de salaire, qui lui a ses problèmes émotionnels à la maison. On confie l'éducation de notre enfant à la nounou, qui est parfois à ses problèmes sentimentaux avec son gars là-bas, je ne sais pas, au quartier, à Internet, à la télévision, et l'enfant a donc à un moment donné un choix à faire. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Entre être comme Carole, pour certaines filles, ou alors être comme Kim Kardashian, parce que ça dépend. Quand je dis Kim Kardashian, ça de quoi je parle. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, l'enfant a un choix à faire. Moi, je pense plutôt qu'au lieu de renverser la pyramide, que les familles reprennent leur droit de cité. Que nous sachions travailler. Je suis un bon. Il y a et puis on a une profusion actuelle des familles monoparentales. C'est très grave. Les jeunes filles aujourd'hui qui ont des enfants, dont le gars... Pardon, mais vous en parlez comme si vous n'êtes pas tous des chefs de famille. Les mêmes politiciens sont aussi des chefs de famille. Mais finalement, on parle de qui? De nous tous. Gaëtan Gaka, on parle de qui? Il vient de le dire, on parle de nous tous, parce que nous sommes en même temps hommes politiques, mais parents. Ça veut dire qu'on doit commencer à la maison. On commence à la maison par inculquer aux enfants les valeurs qui s'imposent dans la société, afin que les enfants ne soient pas éduqués par... Parce qu'il y a un adage, je ne sais pas si c'est un adage, qui dit « la nature a horreur du vide ». C'est-à-dire que quand vous avez démissionné, eh bien, la nature se charge, même pas la nature, mais l'enfant s'éduque que de manière automatique. Et de manière, en le faisant, il copie des valeurs qui ne devraient pas être, n'est-ce pas, celles qui sont attendues dans la société. On vous a parlé des telenovelas. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui sont, n'est-ce pas, mises en avant dans notre société? Il y a des pays qui ont interdit ça, il y a des gouvernements qui ont interdit il faut qu'on le dise suffisamment. Alani Rabiou-Bindi, que font les forces de l'ordre ou les forces de sécurité dans tout cela? Je m'excuse vraiment, Carole, je vais en arriver là. Mais je crois qu'on a parlé, mais on refuse de toucher du doigt la vérité. L'éducation de l'enfant appartient d'abord à la famille. Quand nous étions à l'école, vous êtes nés après, mon maître était Dieu. Quand il venait dire à la maison que j'avais fait quelque chose à l'école, c'était grave. Et un autre exemple, j'ai vu mon fils, quand je lui dis quelque chose, il me dit, c'est pas ce que la maîtresse a dit. Ça veut dire qu'il copie. Or, nous sommes arrivés à une époque, c'est l'époque même qui fait. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu n'as pas autant de moyens. Chaque responsable et ministre ont un poste de télévision dans chaque chambre. C'est pour montrer qu'ils ont de l'argent. Et quand ils dorment, l'enfant met la chaîne qu'il veut. Il voit tout ce qui se passe alors que ses parents dorment dans l'autre chambre avec une autre chaîne. Et j'ai encore vu, il n'y a pas très longtemps, dans un quartier de Douala, à Bounabiri, au fin fond, où je viens dans une famille le matin à 6 heures. Je voulais les voir, je suis parti de chez moi tôt. J'ai trouvé que le père était policier. Il avait donc dormi au travail. Il est rentré à 5 heures, il dormait. La mère était allée à la messe un dimanche matin. Et tous les enfants, y compris des bébés, étaient assis sur le sol, sur une moquette. Ils regardaient tous le film porno. Même les bébés étaient comme ça. C'était très concentré. Alors, très concentré. C'est ça. C'est-à-dire que le problème, nous fuyons nos responsabilités. Avant, on allait à l'école, on n'avait pas des parents qui étaient sous-préfets, commandants, qui quittaient, allaient menacer le maître. Parce que son enfant n'a pas eu la moyenne. Il faut absolument. Alors, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Nous avons créé ça et il faut avoir le courage de dire que c'est par la famille qu'il faut commencer. L'État récupère
ce que l'État, comme il a dit, il y a l'éducation, il y a l'école. Donc, l'État récupère ceux qui sont déjà à l'école, qui peuvent être un client politique bien, mais au départ, c'est à la maison. D'accord. Alors, Pierre Gaëtan Ganka, mais est-ce que vous avez adressé la question de sécurité ou d'insécurité avec dans votre groupe politique, avec vos militants? Est-ce que vous en parlez? Quelle est votre offre en matière de sécurité? Écoutez, le MRC que je représente sur ce plateau ne peut pas envisager gouverner un pays sans penser à la sécurité. Donc, en matière de sécurité, justement, nous avons pensé à une police républicaine et non à celle-là qui tire sur les citoyens au cours d'une manifestation pacifique, par exemple. Ça veut dire qu'il faut inculquer à ceux-là une sorte de formation idéologique et c'est ce que nous nous sommes proposés de faire à partir du moment où nous serons au pouvoir. C'est vrai que nous ne sommes pas en campagne. C'est vrai, mais je vous ai posé la question pour savoir comment, parce que les partis politiques ont vocation à éduquer. Bien évidemment, et c'est ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que nous comptons inculquer aux forces de maintien de l'ordre une sorte de formation idéologique afin qu'ils sachent que ils sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais vous avez semblé dire que le problème d'insécurité, c'est d'abord dans la famille, c'est les parents. Bien évidemment. Comment vous parlez des forces de l'ordre alors que en amont, le diagnostic fait, c'est que la famille a échoué, l'État a échoué, et vous me parlez des forces de l'ordre. Carole, lorsqu'on parle de sécurité ou d'insécurité dans un pays, qui en a la responsabilité? Tout à l'heure, vous avez dit que c'est l'État, c'est la famille, et dans un troisième plan, de manière globale, on parle de FMO. Ok, on parle de FMO. Nous venons de vous dire, parce que s'il faut que je parle de la famille, on va parler du volet éducation. Bien sûr. Moi, je parle du volet sécurité. On parle de l'éducation parce que nous avons bien commencé à poser le diagnostic et je vous ai laissé poser votre diagnostic pour que vous déterminiez vous-même quel est le problème. Et vous avez dit le problème, c'est l'État, c'est la famille. Et donc, au moment d'adresser les solutions, commencez par parler de la police citoyenne. Je vois pas très bien le rapport. Excusez-moi. D'accord. Je vous comprends et je le conseille. C'est vrai que peut-être nous avons extrapolé, mais il est clair que lorsque tout le monde sera éduqué, en partant de la maison, à l'école, il va au dernier niveau, en dernier ressort, falloir quand même qu'il y ait cette police-là qui assure son rôle de maintien de l'ordre, comme le dit son nom, force de maintien de l'ordre. Et si cela n'est pas bien fait, on risque, parce que on a parlé beaucoup, on semble, de manière globale, nous semblons dire ici que c'est l'apanage des jeunes. Mais il arrive que des personnes qui sont d'habitude très douces soient provoquées dans leur zone de confort par ceux-là même qui sont censés assurer la sécurité. D'accord. Et c'est pourquoi vous m'avez vu aller très vite. Jean Tamac, vous comprenez cette proposition? En fait, ça traduit les paradoxes que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est sciemment que j'ai inversé la pyramide. Vous voyez que, malheureusement, les politiques nous rejoignent dans l'inversion de la pyramide. Je vais m'aller plus loin. Lorsque vous questionnez le paradigme évoqué par Mao et Dien Xiaoping, ce paradigme était basé sur la modélisation de la société. Ils ont appelé ça le grand bond en avant. Le grand bond en avant voudrait dire que la Chine doit réaliser en 20 ans ce que les Occidentaux ont pris 2 siècles à faire. Et la phrase qui manifestait ce point de vue, c'était quand la Chine se lèvera, le monde tremblera. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a mis l'accent sur l'homme. Si une société bâtit l'homme, cet homme-là, c'est le meilleur capital. Le capital humain, c'est la meilleure richesse. Et pour le faire, je souscris entièrement à l'analyse qui consiste à dire que je ne dédouane pas la famille. Mais je dis, chaque société a l'image de... Chaque homme est à l'image de sa société. Si notre État, prenons sur tous les aspects, l'État comme institution, l'État comme garant des valeurs politiques, l'État comme ci, l'État comme ça, moi j'appelle ça la macrostructure. Si la macrostructure voudrait que on fixe un cap, comme l'autre avait dit en 2035, on fixe un cap en 2035, quel est le type d'homme qu'on veut? Quel est le Camerounais qu'on voudrait avoir? Vous avez vu ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle rwandais, mais c'est bâti sur l'école. Ces Rwandais-là, je vous assure, dans une dizaine d'années, entre guillemets, ils vont faire mal. Nous ne pouvons plus faire la concurrence avec ces derniers. Pourtant, rentrons en arrière, ces Rwandais venaient, entre guillemets, mendier ici chez nous. Donc,
pour ma part, le rôle de l'État est incontournable. À la limite, il est même fondamental. Parce que si l'État ne joue pas son rôle, le parent ne pourra pas éduquer son enfant parce que le dysfonctionnement social lié au fait qu'il n'y a pas les moyens de bord pour assumer sa fonction de parent est remis en cause. Est-ce que dans l'idéologie du ADPC, c'est l'homme au centre également? Oui, permettez-moi de dire à mon frère Gaëtan qu'il a dit force de maintien de l'ordre. Leur rôle, c'est de maintenir de l'ordre. Quand vous devenez donc désordonné, on vous remet à l'ordre. Pour lui dire que quand on ne respecte pas la loi, la première intelligence, nous les écans, on disait que la première intelligence, sinon les Bantous, la première intelligence vient de la peur de l'autorité. Donc, si vous voulez donc créer un même modèle, là, la Bible, on dit, c'est au début de la sagesse. Donc, si dans leur parti, ils veulent nous dire que l'autorité n'est rien, il faut donc qu'ils comprennent qu'actuellement, l'autorité, c'est quelque chose que eux-mêmes deviennent des modèles. Nous l'avons jamais dit. Transgresser la loi, respecter la loi, on ne vous enfermera plus, comme vous avez dit tout à l'heure là. On n'a pas dit tirer sur des gens à bout portant. On n'a pas dit enfermer M. Charles Élysée. Il s'agissait de tirer sur des marcheurs pacifiques. De continuer. Je comprends donc je vous redonne la parole tout à l'heure. Je comprends donc pourquoi ce matin, Paul King disait que ce sont les talibans dans leur parti. C'est pas moi qui dis. Donc, vous me coupez la parole. Vous êtes son porte-parole maintenant. Allez-y. Moi, je reviens sur le libéralisme communautaire. En ce qui me concerne, c'est le meilleur bouquin politique de ce pays. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans de l'insécurité et de la construction de l'homme? On dit dans le libéralisme communautaire qu'il faut mettre l'homme au centre du développement. Et on parle de manière centripète à partir de l'homme vers l'extérieur. Ça veut dire que vous mettez l'homme dans les politiques sociales, économiques, culturelles, et on développe donc un pays. Et ça rejoint un pays aussi cosmopolite que le nôtre. Au Cameroun, qui est le macrocosme des microcosmes, les microcosmes étant les communautés. Les communautés. Comment est-ce qu'on agence un Bamileke, un Bassa, un Boulou, un Aoussa, pour que tous forment un socle qui devient la nation et l'État du Cameroun plus tard. Voilà le rôle du libéralisme communautaire. Et c'est ce qu'on nous apprend dans le RDPC. Chez nous, c'est pour ça que je disais que la sécurité de ce pays vient d'abord de moi. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le Patriot Act. Vous avez des individus qui habitent les villes frontalières avec le Mexique, le Canada, Cuba, qui sont les premiers à rejeter les immigrés qui entrent clandestinement chez eux. Mais dans ce pays, c'est fantastique. Vous avez des gens qui attaquent votre pays et vous avez des hommes politiques qui applaudissent. Mais il y a aussi une montée de la violence aux États-Unis. Il y a des gens qui tirent à bout portant sur les autres dans la rue. Non, c'est parce que ceux-là estiment que la race blanche est en train de diminuer face aux autres. Et vous avez remarqué que les crimes sont de plus en plus raciaux là-bas. Vous dites qu'on a beau prendre le Patriot Act, il y a quand même des choses qui se font. C'est ça l'évolution de la vie. Donc l'État, en termes de force gouvernementale, doit s'adapter à l'environnement qui se métamorphose au jour le jour. Il y a une nouvelle forme de banditisme. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les fourmis. Vous connaissez les fourmis? Vous avez 15 gars qui font semblant de faire le sport en route. Ils courent, vous asseyez dans ils entrent à vous, ils vous agressent partout. On appelle maintenant les fourmis. Mais comment donc les forces de l'ordre ou bien dans la politique publique de sécurité on adresse la question? La politique publique voudrait que même le FBI mélangé au Mossad, mélangé au KGB ne pourra rien faire si nous ne dénonçons pas. La sécurité doit être préventionnelle. C'est moi le parent qui doit dire que Carole, c'est un bandit. Bon, merci. Justement, abordons la question de la prévention de la violence. Anani Rabié-Bindi. Qui doit prévenir la violence? Qui doit le faire? Monsieur Mbakam, est sûrement après les années 60. C'est-à-dire, à part vous ici, tout le monde est né après les années 60. Ça veut dire les années où on allait engueuler le professeur. Le maître parce qu'il a donné une petite note. Donc c'est ce monsieur-là. Il y a des gens de votre âge qui deviennent policiers. Donc qui ont été élevés comme vous, c'est-à-dire de ces années-là. Donc ce policier, que vous dites tire sur les personnes, qui est de votre génération, c'est parce qu'il a reçu la mauvaise éducation comme vous. Ce n'est pas parce qu'il est policier. C'est pour dire qu'il faut... Non, et la mauvaise éducation, j'ai dit, c'est ce qu'on fait à la maison. Le gars... Le petit enfant de 3 ans regarde des films pour nous où on tire on tire sur les gens. Il voit, c'est cette mentalité qui est montante. Donc, quand on dit, il faut que tout ce que nous pouvons dire, si d'abord la famille ne reprend pas en main l'éducation des enfants, l'éducation ne veut pas dire l'école. C'est clair. L'instruction, c'est l'école. L'éducation, c'est la maison. C'est la maison. Donc, le premier, c'est les parents qui ont complètement démissionné. Vous savez, Carole, vous êtes une fille,
Vous avez été élevé par une famille bien, votre père est enseignant, mais il y a d'autres qui sont pas comme vous. Et ma mère aussi. Et votre mère aussi. Mais il y a des filles qui étaient avec vous à l'école, donc que les parents envoyaient déjà à 17 ans dans la rue, encouragés par les parents. Vous le savez. Donc je veux dire que c'est ça ce problème. Et si on essaye de regarder, de ne pas se dire les vérités, tous nos problèmes au Cameroun partent du fait qui doit faire la prévention de la violence? Ce qui se passe, la vérité. Mais qui doit faire la prévention de la violence? Vous me posez une question. Je parle aux politiques, hein. Ah, vous parlez aux politiques? Bien sûr. Ok, d'accord. Le politique doit faire la prévention de la violence. J'imagine que c'est la réponse que vous attendez de moi. Ça va de soi. Le politique a une part de responsabilité là-dedans. On l'a suffisamment dit ici, la famille, mais écoutez, l'État, parce que au-delà de tout ce que nous pouvons dire, c'est l'État qui a reçu mandat pour assurer, n'est-ce pas, l'harmonie dans la société. Et donc, quoi qu'on fasse, si l'État n'est pas là, si l'État a démissionné, comme c'est le cas dans notre pays, vous allez tout faire parce que nous parlons même des émissions et de tout ce que les enfants peuvent regarder à la maison, de la démission des parents. Si le parent a démissionné et que personne ne le rappelle à l'autre, c'est aussi parce que l'État a démissionné. Parce que je pense que si, au-dessus des parents, il y a l'État, à coup sûr, le parent va faire son travail parce qu'il sait que s'il ne l'a pas fait, quelqu'un, quelque part, va le rappeler à l'autre. Donc, il y a l'État également. Il y a l'État. Messieurs, les autres monsieur, Elisan ou alors John Tamak, l'État a démissionné? Il faut recentrer un peu la question de la prévention ou alors de la dénonciation. Et décrire notre contexte. C'est quoi notre contexte? On a évoqué ça tout à l'heure. Je vais parler de manière triviale pour nos téléspectateurs. Lorsque vous dénoncez un fait et que la personne mise en cause est mise dans les geôles, il y a un phénomène qu'on appelle le retour. Cette personne-là, le papa Nani Bindi a évoqué le cas tout à l'heure, quelqu'un qui est en prison, mais il fait un diktat à ceux qui sont à l'extérieur. Pour ma part, ce phénomène fait en sorte que la question de la dénonciation devient fragile. Parce que dès que vous dénoncez aujourd'hui, demain, vous êtes mis en difficulté, vous êtes mis à mal. Mais la justice populaire, elle est abaissée ou pas? La justice populaire... Parce que cela justifiait la montée de la justice populaire à un moment donné. Dans ce pays, il ne se passait plus un jour sans que un jeune soit battu, brûlé, vif par des populations qui estimaient que mettre la main sur lui et l'amener dans un poste de police, c'était 100% garanti de le revoir dans les rues bientôt. Mais après, la police est ressaisie et il y a eu vraiment lorsqu'on est dans des personnes un État qui a geôles. été à plusieurs reprises champion du monde de la corruption. Lorsque dans un État où il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, ça fait en sorte qu'il y a une crise de confiance de la masse populaire vis-à-vis du pouvoir en place. Je ne parle pas de pouvoir politique, je ne suis pas dans la politique, je suis dans l'institution étatique. Lorsqu'on n'a plus confiance en l'État, lorsque un citoyen ne peut plus aller dénoncer, parce que dans la dynamique des réseaux, parfois la personne à qui vous allez dénoncer est même le cousin ou a un lien, quelle que soit la nature du lien, avec les mises en cause et le phénomène de retour s'applique sur vous. Et donc aujourd'hui, fondamentalement, il est difficile de parler de la prévention venant de la base qu'est la population. De deux, évoquons aussi le concept de renseignement. On voit aujourd'hui que tout s'achète. Nous sommes dans une société monnayée. L'information est travaillée. Vous voyez, parfois quelqu'un vous appelle, vous dit j'ai une information comme ça sur vous, tu as combien, vous faites telle chose. Donc, dans un mélange de tous ces deux paramètres qu'on a évoqués, il y a une crise de confiance vis-à-vis de l'État. Et donc parler de... Parce que celui qui a l'information, c'est la population à la base. C'est la population souche qui a l'information. Si celle-ci ne peut plus arriver à un niveau de dénonciation parce qu'elle ne se sent pas protégée par l'État, il y a un dysfonctionnement qu'il faut agresser à la base. D'accord. Elisan, sur la même question, l'État s'est effondré, on revient là-dessus? Non. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Si on dit que l'État s'est effondré, nous, on n'a pas dit que nous, on est resté debout. C'est nous qui constituons les piliers de l'État. Donc, si à un moment donné, nous avons perdu notre manière de travailler, l'État va s'en sortir, va se trouver affecté. Donc, chez nous, vous savez, à l'époque, à une certaine époque, le parti politique, l'OGDC était là pour recruter les jeunes et faire d'eux du bétail électoral. Aujourd'hui, il faut donc qu'on comprenne que l'OGDC que nous dirigeons aujourd'hui est aussi un des pans de l'autorité. Moi, j'ai été heureux de suivre le gouverneur lors de l'installation du nouveau préfet, lui dit qu'il faut travailler avec les associations jeunes, qu'elles soient traditionnelles, culturelles, sportives, ou même politiques, travailler avec tout le monde. Ça veut dire que nous sommes aussi là dans le renseignement, dans
le service pour aider à maintenir la sécurité. Moi, je n'aurais jamais peur, je n'aurais jamais honte, et je dénoncerai tant que je serai debout, parce que la survie du Cameroun doit dépasser les partis politiques. Messieurs, je vous suggère de prendre une petite pause. Nous revenons juste après pour poursuivre ces débats fort intéressants sur l'insécurité, le regain d'insécurité dans nos villes et nos zones rurales. À tout de suite. Canal 2 International, toujours plus près de vous.